La petite ville d'Arelat était réputée jusqu'aux terres wisigothes pour ses délicieuses fêtes nocturnes après les jeux du cirque. Ce jour-là, l'un de nos 100 jours d'Otium, la belle fin de matinée avait vidé les maisons. La ville était plongée dans un calme étrange et dans les rues, personne. Tranchant de lointain le silence, des vagues de voix humaines à intervalles irréguliers remontaient l'axe du Décaménus, lançant des « oh » ou des « ah » d'extase tantôt, d'effroi souvent. Tout venait de l'amphithéâtre, où la population entière du bourg appréciait les jeux offerts, confortablement installés sur les bancs blancs de pierre. Et moi-même, j'y étais, puisqu'invité en personne par le fils du colon militaire méritant Caius Sempronius. Ce colon père était probablement vétéran de la 13e Légion. Il avait, murmurait-on, barboté quelques terres, quelques habitations. Il avait barboté à quelques gens moins bien placés près du pouvoir, donc terres et gens dans la ville et alentour, personnel compris. Mais chacun acceptait volontiers cette façon de faire, sachant que tout lui était offert par Rome, sans aucun doute pour ses bons et loyaux services rendus à l'Empire. Ce tout acquis au père, donc, revenait désormais au fils, Lucius, nouvellement arrivé dans la ville. Il s'agissait, pour les habitants dont j'étais, d'honorer à l'issue des jeux la festoirie qu'offrait ce fils de vétéran aux principaux notables de la ville, Lucius, qui ne se montrait guère préoccupé de ce que la populace pouvait penser de lui, plus souvent du mal que du bien, avait accepté avec joyeusement de nous voir recevoir dans son petit palais. Après tout, n'étions-nous pas ses voisins notables, des commerçants bien lotis, aussi méritants que le fut son père, et très attachés surtout aux traditions. Ce Lucius, jeune homme, avait grandi ici et là, autant qu'alentour, dans la région en tout cas. Il revenait gérer à présent le domaine de son père, en s'efforçant de montrer quelques égards à la population locale, quoiqu'il la trouvait sale et vulgaire, au dire de ses confidences faites à ses proches. Nous étions donc invités, comme la tradition l'exige, à son excellente table réputée et enviée par tous les pique-assiettes des environs dont j'étais, qui étaient capables de s'étriper tout en montrant bonne mine pour s'y arracher une plage de choix. C'est en résident respectable des hauteurs de la ville, moins aisé sans doute que le jeune héritier, mais résidant depuis plus longtemps, que nous avions accepté l'invitation pourvu qu'elle nous veuille farcir la panse le plus généreusement qu'il soit. Et c'est son père lui-même, récemment nommé consul ou quelque chose d'approchant, qui nous avait confié que les orgies de son fiston prenaient le relais des siennes et qu'elles dureraient tant qu'il serait de ce monde. C'est ainsi que nous avions formé un groupe composé de tous les élus de la nouvelle table de Lucius, soudés ensemble autant que malveillants à souhait, voire à outrance, à l'égard des scélérats mauvais mangeurs qui auraient eu l'outrecuidance de se faufiler parmi le groupe des invités sans notre consentement. Chacun du groupe, donc, était engagé à servir une orgie grandiose, mais réglementaire, et c'était une mission qui ne s'improvisait pas. Et c'est depuis nos bancs de pierre
Et cependant que les cruels esclaves musclés et gladiateurs attrapaient au filet d'affreux hérissons, de quelques horribles chrétiens avant de les faire rôtir de la plante des pieds, que notre confrérie avait devisé tous les jeux durant sur la soirée à venir, délectable à coup sûr, de notre nouvel ami Lucius. Car quoique jeune encore, il était déjà réputé jusqu'à Rome pour ses banquets toujours sans faille, empreints d'une opulence inégalée, regorgeant de services époustouflants autant que d'expériences inoubliables et dépassant de loin l'extravagance de nos imaginations. Et cette préoccupation lui avait probablement été transmise par son père, qui jamais n'aurait livré une bataille sans que son couvert ne fût partagé et apprécié par tous ses compagnons de combat, souvent même par quelques prisonniers de haut rang. Il était ainsi fait, et son fils Lucius tenait bien pour ça de lui. Il ne pouvait s'empêcher, sous de faux airs trop visibles d'une humilité feinte, de déverser ses largesses les plus grandes devant toutes les sociétés de convives dont il avait auparavant soigneusement trié les membres. De mon côté, pour préparer mieux l'ampleur gastronomique qui nous attendait, j'avais sauté la veille au matin mon ientaculum, ni fromage ni pain. Ceci afin d'éveiller au mieux mon corps à l'extrême désir d'engloutir le maximum lors du festin nocturne annoncé. Mais revenons à cet après-midi au jeu où notre confrérie alternait ses enthousiasmes entre les acclamations des animations, notamment les prouesses du réputé Retiarus, prodigieux. Il fallut le voir infliger une pâtée magistrale aux fanfarons trident Thrace, et le conciliabule tonitruant à propos du souper de Lucius. Oh ça, c'est de la boxe! Pourvu qu'il ait pensé à l'huître plate! Oh, l'huître plate! Je préfère la lutte, c'est plus fin. Ne dis pas de bêtises. Sa gustation est remplie de pétoncles blancs de Quillot qui sont loin d'être, par la grâce des dieux, les vulgaires bivalves pectidiniadae qu'on trouve sur n'importe quel étal à poisson. On dit qu'il sert les moules arrosées de garum. De sauce aigre douce, surtout. Je préfère ces murex de Pessinonte. Il en met à profusion, m'a-t-on dit, quant aux autres coquillages. Mais bon sang, regardez ce coup de glaive majestueux! Mais quelle passe! De l'huître plate! De l'huître plate! J'ai failli étrangler ma femme un jour qu'elle s'était avisée dans l'AP1 de mon assiette. Je trouve, pour ma part, exquise celle de Narbonne. Et plus encore, celle de Tarente. De grâce, rien ne vaut l'huître du Médoc, si tendre, si grasse, si blanche. Ah, tu es bien comme ce méchant Gaulois Ausonius qui les prend pas même avec les doigts et les avale tout rond. Que dire de son jus si doux, sa pointe de sel relevant la saveur toute croquante de sa chair marine langoureuse. Mais encouragez donc le stentor à étrangler ce méchant lapin. Oh, c'est vrai à la fin, il a tant tardé à se faire prendre. Jugula! 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 Mais que savez-vous des savoureuses brochettes d'escargot? Ne soyons pas snobs. Ils les réussissent à merveille dans les échoppes de l'amphithéâtre. J'en ai attrapé quelques-unes au vol tout à l'heure, délicieuses. Oh, quel lancer de flèches! Bref, immédiatement fini le dernier et splendide numéro des jeux, lorsque le chef des gladiateurs, perçant à qui mieux nombre de taupes sauvages, quelques lièvres féroces, autant que 2 ou 3 tortues à l'allure inquiétante, tout cela le temps de 3 battements de cils, nous nous étions retrouvés devant la porte de la villa de notre hôte
Lucius Caius Sempronius. Mais si, je vous dis qu'il nous attend chez lui. Il est parti, je l'ai vu immédiatement, Oxy, la dernière affreuse tortue. Il a fait dire par le Dominus Gregi qu'on le rejoigne ici. Et pour des raisons d'hygiène, à chacun sa serviette, a-t-il recommandé. Les femmes mariées pourront-elles assister au repas? Mais bien entendu, le fils n'est pas le père, c'est un moderne. Et nous voilà devant la porte. Lucius nous reçut de la façon la plus aimable qui soit, et ses esclaves plus encore, signe avéré que la maison était à la hauteur de sa réputation. Je me suis senti un corps glouton dès que nous avons tombé les toges. À peine défaites mes sandales, passé l'impluvium, je repérais dans une petite salle adjacente, plongée dans la pénombre, un seau d'huîtres plates, bestiole dont je raffole à me damner, Neptune m'en est témoin, qui n'était pas encore déposé sur la table. Le croirez-vous? Contre toute bienséance, je faussai discrètement compagnie à l'assemblée, prétextant qu'une lanière de ma Caligae me résistait pour disparaître dans la petite salle en question et engloutir le plus d'huîtres possible en un temps record que j'arrosai d'une divine petite clairette du Languedoc à même le goulot. Quelqu'un avait fait sauter la cire. Je fus le plus heureux de tous les hommes, posant là mon diapason pour la soirée en devenir. Puis, je rejoignis discrètement la joyeuse bande, tout en pestant, pour détourner l'attention, contre mes sandales romaines qui avaient toujours un défaut. Ah, si j'avais des Gallicae gauloises! Personne ne prêta garde à mon écart, à l'exception d'un jeune esclave à la chevelure grecque et noire qui me faisait un œil plus noir encore et débordant de reproches, comme s'il avait avantage à surveiller le comportement des invités. Mais ce n'était qu'un esclave, passons. Nous arrivâmes devant le banquet. Mes amis, mais quelle table dressée par Vesta! Quel luxe étalé par Mercure! Et quel confort, par ma foi! Que dire des produits d'importation venus de tous les coins du monde qui avaient quelque chose de divin quand on pense à la frugalité des époques antérieures aux conquêtes qui nous avaient privés de tout cela? Et pour la Sénat, Lucius s'était fait livrer de Rome tout ce qu'il fallait. Table carrée, triclinium, lit à 3 places, et nous étions 9 invités principaux. C'était parfait. Les autres et les femmes se répartèrent. Il y avait de quoi faire. Lucius lança la soirée. Étalé, nonchalamment, néanmoins prêts à l'attaque, on pouvait voir à la table le grand Mascus, Adrastès, le débonnaire, sa femme, Mamoula, à la langue bien pendue, et pour qui l'exception d'une place assise avait été accordée, Glycon, qui adorait ne parler que de lui comme s'il s'agissait d'un autre, Bucco, son compagnon, si fin, au teint séléné, Glabirax, qui lorgna toute la soirée sur Glycon avec appétence, Proculus, qui, en un temps record, se frotta ardemment contre Mamoula la soirée durant, sans que personne ne le lui reproche, ni elle, ni son mari Adrastès. Alors, lui s'en moquait comme des premières conquêtes de la Gaule, essentiellement préoccupé à ronfler à même le tapis dès sa première amphore engloutie, ce qu'il ne tarda guère à faire. Philéros, qui n'aimait personne et le montrait avec soin, et enfin, moi-même, votre serviteur. Et je mis un point d'honneur à goûter et finir, tant que faire se put, tous les mets sans exception. Quant à notre hôte, Lucius, il régna, bienveillant, depuis un ambitieux fauteuil mal taillé, sorte de trône paillé à la va-vite et trop décoré, mais passons. Lorsque le défilé des esclaves, tant attendu, commença, avec moult ballets synchronisés, je me levai solennel pour déclamer « Honneur à la clairette du Languedoc !»
feignant ainsi de la goûter pour la première fois. Je te suis là-dessus, dit Adrastès. Sauvons notre clairette et nos artisanats qui n'intéressent plus les mouvements de capitaux de nos empereurs. Une honte! Soutenons nos petits coteaux. Même si les grands flux commerciaux les abandonnent, dit Glabirax, ils ont trouvé plus juteux ailleurs, qu'ils soient maudits. Et il avala d'un trait le contenu de son gobelet et de celui de son voisin, qui répétait l'œil hagard ces mots en écho. Ils n'auront pas notre clairette, dit Mascius en prenant son comptant directement à même l'amphore. Elle est bien trop délicieuse pour ces cochons-là. Bah, qu'ils nous méprisent, c'est parfait. Nous finirons par brûler nos cépages sous leurs yeux plutôt que de les leur laisser, dit Mamoula. Et elle expédia un crachat qu'on eût pu croire être une huître plate au pied du bosquet de l'impluvium. Moi, je préfère mon petit ami Néum, murmura Philéros. Encore ce cépage blanc, lui répondit Bucco. Honneur à Silène, hurla Glycon. Pour ces messieurs d'en haut, nos provinces ne sont sans doute plus assez rentables. Nos vignes continuent de plaire dans l'Empire tout entier et bien au-delà, je vous l'atteste, ajoutai-je au rebond, sans n'en savoir rien, mais gesticulant fabuleusement de la toge. Quelle est l'ampleur de cet au-delà? Demanda Lucius, vaguement amusé par la résonance de ces mots. Et puis, il lança les hostilités dans un hurlement pincé. En avant les rince-doigts! Les plats s'étaient alors relayés sans discontinuer, dans une géniale surenchère. D'abord, les asperges, les poireaux, le concombre au vin pétillant, ensuite toutes les viandes, chèvres d'Ambrassie aux prunes, moutons aux pruneaux et à l'amande de Tassos, cochons rouges au miel et sangliers à la poire, talons de chameau, sauce pourrie de poisson, quenelles de vulve de truie aux noix, et puis les volailles variées, bouillies autant que rôties, celles que je préfère, rossignols au céleri ou à la menthe, grues de mélos préparées au coriandre, perdrix gauloise, champignons des Depsus, pan de Samos, rôti aux choux cisalpins, francolin de Phrygie à l'ail, langue de flamand rose farcie, le tout accompagné de lentilles, de pois chiches et de fèves. Chose extraordinaire, même dans le rythme effréné des plats à exterminer, les rites avaient leur place, savamment intercalés, sans forcer. C'est presque recueilli qu'on invoquait les dieux avant de se ruer de plus belle sur les suites à dévorer. Et lorsque plus personne ne s'y attendait, presque fier de lui, on entendit Lucius déclamer « Qu'on apporte les poissons !» Oh, ce fut un défilé, des thons délicieux de Méditerranée à la nette et aux fenouilles, anchois à la graine de pavot, et tant d'autres mets que j'en perdis la tête. Personne n'oubliait de s'arroser les papilles des célèbres crus d'Italie comme d'Espagne. Un instant, Adrastès but de l'eau. Il y eut un silence recueilli et la salle entière suspendue. On le crut malade. Fort heureusement, lapé une louche de miel, il se remit à déguster tout ce qui passait à sa portée, de fromage, de chèvre, de brebis, tout en finissant les amphores entamés autour de lui et marmottant des « Ave » ou « Viva » selon l'origine du produit. Alors, nous le suivîmes tous apaisés. La nuit s'était bien avancée. Aussi, se préparait-on à remettre nos sandales pour affronter les rues fraîches de l'aube et finir quelques amphores dans d'autres demeures, lorsque les passages d'esclaves reprirent avec raisins des figues, fraises des bois et dattes d'Égypte. Oh, tous les fruits importés d'Afrique, il n'en manquait pas, on se sentait si bien. Cependant, à la seconde salve de fruits exotiques, tandis qu'on changeait les amphores vides pour le moment de poésie, on entendit, au milieu d'un endécasyllabe remarquable, lancé du haut d'un prosénium improvisé, résonner, depuis le grand portail d'entrée,
et dans toute la maison des coups envoyés si fort qu'Adrastès, oublié depuis des heures sur son tapis, leva une paupière agacée et grommela. Le jeune esclave aux cheveux grecs, qui avait continué durant le repas à me faire ses yeux noirs dès qu'il en avait eu l'occasion, arriva tout à coup en courant auprès de Lucius, qui n'osa pas un sourcil, et les yeux remplis de danger et le verbe affolé, lui parla à l'oreille. Calmement, Lucius se leva de son mauvais trône, un air amusé au coin des lèvres et le bras dans sa toge en position de discours au forum, il déclara sereinement « Mes amis, on me réclame à la porte. Vous êtes ici chez vous. Continuez de vous amuser. Je reviens. » Il marcha d'un pas assuré vers le portail d'entrée. Autour de lui, quelques serviteurs inquiets. Sont suivis de lointains brouhahas d'une altercation dont nous ne recevions depuis la table, autant que je nous souvienne, que les phrases raisonnées par l'impluvium. Ça suffit, citoyen Lucius Sempronius. C'est l'argent du Sénat. Que dira ton pauvre père? Tu voles le citoyen romain? Fais ce que tu veux à Rome. Mais ici, nous ne faisons pas ça. Il fallait mieux te cacher si tu souhaitais nous berner. Suis-nous, sans faire d'histoire, citoyen Lucius. Et le silence s'ensuivit. Oh, de la confrérie des attablés, personne ne broncha. Mieux encore, chacun s'empiffra de plus belle, puisant directement à la source, c'est-à-dire à même les cuisines. Au lever du jour, nous avions exterminé tous les plats, ainsi que tout ce qui était mangeable et buvable dans la maison. Nous étions toujours sans Lucius Caius Sempronius, mais notre groupe d'invités ne s'en était pas étonné, et pour cause. C'était nous qui l'avions dénoncé. Oui, chacun sait qu'ici-bas, les gens fortunés ont toujours de l'argent à cacher. Aussi, nous n'avions pas pris grand risque à le signaler au Vigiliae. Je peux vous le dire maintenant, ici, nous n'aimons pas les nouveaux venus qui étalent leurs richesses avec des manières imposant leurs protocoles venus d'ailleurs. Non, on ne demande pas grand-chose, seulement de petits arrosages, discrets autant que réguliers, des petits trafics sans se montrer trop et dans lesquels tout le monde est impliqué. Mais quant à l'argent public, pour être franc, ce qui nous avait gênés, ce n'est pas que Lucius ait plongé la main généreusement dans la caisse, non, tout le monde le fait. L'argent public est à lui puisqu'il est à nous, donc il est à tous, nous le savions bien. Non, ce qui nous avait choqué profondément, c'est qu'il l'avait fait silencieusement, dans son coin, sans prévenir et sans partager, se croyant légitime sans doute parce que supérieur. Voilà ce qui était inadmissible. Et aujourd'hui, que nombre d'années se sont écoulées, si aucun d'entre nous n'a jamais revu le jeune Lucius, ni pensé à lui à aucun moment que ce soit, je dois bien avouer que ce fut une des orgies les plus réussies que nous ayons jamais faites. Et j'en remercie les dieux. Merci beaucoup.